En 1801, on a tiré de la lumière à travers deux fentes microscopiques. Et là, la réalité s'est littéralement dédoublée. C'est fou quand on y pense. Soudainement, l'idée même que la science était juste une simple fenêtre bien transparente et objective sur le monde, ça a volé en éclats. Ouais, complètement. Parce que d'habitude, quand on pense au concept de science, on a cette image mentale très rassurante d'un édifice inébranlable, tu vois? Ah oui, le fameux mythe des lois gravées dans le marbre de l'univers qui attendent patiemment qu'un cerveau brillant vienne les déchiffrer. Exactement. Que ce soit la gravité, les atomes ou l'évolution, on se dit naïvement peut-être que la science constate le réel, tout simplement. Et c'est une illusion, genre, incroyablement tenace. Notre esprit humain a un besoin viscéral de certitude face au chaos du monde, quoi. On veut croire que la nature nous parle directement, que le scientifique n'est qu'un sténographe qui note ce que l'univers lui dicte. Sauf que, quand on explore les documents de notre exploration d'aujourd'hui, on s'aperçoit vite que la production de la vérité scientifique, c'est tout sauf une observation passive. C'est une aventure intellectuelle vertigineuse, ouais. Et parfois même violente dans sa façon de bousculer nos certitudes. Parce que la science, en fait, c'est pas la réalité. C'est un modèle de la réalité, construit de toutes pièces. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui préparent par exemple leur bac de philo, ou juste pour les curieux, décortiquons tout ça. Je suis ravie qu'on s'attaque à ça. Parce que c'est un sujet tellement riche. Si la science n'est pas une simple accumulation de faits froids qu'on ramasse comme des coquillages sur une plage, c'est quoi sa véritable nature? Pour répondre à ça, il faut déjà comprendre que le premier grand adversaire de la science, c'est pas l'ignorance, c'est l'évidence. Attends, l'évidence. C'est contre-intuitif ça. Ouais, et c'est le philosophe Gaston Bachelard qui l'a théorisé de la manière la plus percutante au XXe siècle. Spontanément, l'être humain n'est pas du tout programmé pour faire de la science. D'accord. Donc notre cerveau serait rempli de ce que Bachelard nomme des obstacles épistémologiques, c'est ça? C'est exactement ça. La manière même dont notre cerveau fonctionne nous empêche de comprendre la nature objectivement. Notre esprit projette ses propres désirs, ses peurs, même ses besoins physiologiques sur le monde matériel. Genre de l'anthropomorphisme, quoi. On prête des intentions à la nature. Voilà. Ou alors on tombe dans un empirisme hyper naïf en croyant que l'apparence des choses reflète leur fonction profonde. C'est pour ça que Bachelard dit que forger l'esprit scientifique, ça exige une rupture épistémologique. Absolument. Il emploie même le terme de catharsis, tu vois, une espèce de purification douloureuse. Faut vraiment s'arracher à l'expérience commune. Il y a d'ailleurs une citation dans notre dossier qui est redoutable à ce sujet, je te la lis. Vas-y, je l'adore celle-là. Il dit « L'opinion pense mal, d'ailleurs elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissances. On ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. » Fin de citation. Le verbe détruire, c'est quand même super agressif, non? Bachelard fait pas dans la demi-mesure, c'est clair. Parce que l'opinion, elle est dictée par notre survie et notre confort immédiat. Elle s'en fout de l'objectivité, en fait. Tiens, imaginons une situation hyper banale pour illustrer ça. On boit un grand verre d'eau glacée en plein été. Le truc bien rafraîchissant, ouais. Voilà. La perception immédiate, indéniable, c'est le goût de l'eau, sa fraîcheur, la sensation physique que ça désaltère. Donc notre opinion nous dit, l'eau c'est une substance rafraîchissante. Et le scientifique, lui, il doit complètement assassiner cette perception. Il y est obligé. Ah ouais, même la fraîcheur. Surtout la fraîcheur. Si le chimiste étudie ce verre d'eau en s'attachant à la sensation de fraîcheur, il fait de la poésie ou à la limite de la biologie sensorielle. Mais il fait pas de la chimie fondamentale. D'accord. Parce que la fraîcheur, techniquement, ça appartient pas à l'eau. Exactement. C'est une réaction thermique de notre neurologie humaine. Le scientifique doit éliminer tout ce côté qualitatif. L'eau doit devenir juste H2O, Une structure moléculaire quantifiable, quoi. Interchangeable. ouais, qui réagit selon des lois thermochimiques universelles. Que tu aies soif ou pas, en fait, l'eau s'en fiche de ta soif. Ça résonne grave avec la pensée d'Alexandre Coyer qu'on a dans nos sources. Il fait une distinction chirurgicale entre le monde de la vie, ce monde coloré, savoureux, plein de textures, et le monde de la science. Le monde de la science, qui est lui un monde de géométrie, de chiffres et de force aveugle. Le scientifique purifie l'objet pour pouvoir le mesurer. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est une démarche radicale. Ce qui amène une conclusion assez forte sur la nature même d'un fait scientifique. Il y a la formule de Georges Canguilhem qui résume super bien ça. Ah oui, elle est brillante, cette phrase. Le fait n'est pas ce dont la science est faite, mais ce que fait la science en se faisant. En gros, la nature ne nous balance pas des faits scientifiques tout faits sur un plateau d'argent.
pas du tout. Un laboratoire, ça crée des conditions complètement artificielles pour isoler un phénomène. Un phénomène qui, à l'état naturel, il serait brouillé par des milliers d'autres variables. Sauf que, attends, si je te suis bien, cette destruction de l'expérience commune, ça ouvre une faille logique massive, non? C'est-à-dire? Si on doit rejeter ce que nos sens nous disent spontanément, et si les faits sont fabriqués en labo, d'où elles sortent, nos théories, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, la grande question des origines. Est-ce qu'on se contente de regarder cette nature purifiée jusqu'à ce qu'elle nous révèle ses secrets? Ou bien, et là c'est le twist, est-ce que c'est notre esprit qui dicte ses lois à l'univers? Là, on touche direct au cœur d'un duel philosophique titanesque. D'un côté, tu as la tradition empiriste, incarnée par John Locke, et de l'autre, l'idéalisme transcendantal d'Emmanuel Kant. Commençons par Locke, si tu veux bien, parce que sa théorie, c'est celle qui apaise le plus notre besoin de rationalité simple, je trouve. C'est vrai. Pour Locke, l'esprit humain à la naissance, c'est une tabula rasa, une table rase. Zéro idée innée, quoi. Le disque dur est complètement vierge. Exactement. Toute notre connaissance proviendrait uniquement de l'observation répétée du monde extérieur. C'est le règne absolu de l'induction. Et le cerveau humain, il adore l'induction. On voit le soleil se lever à l'est, 1000 jours de suite, hop, on en déduit la loi universelle, le soleil se lève toujours à l'est. C'est hyper intuitif. C'est un mécanisme de survie redoutable, basé sur la reconnaissance des motifs récurrents. C'est rassurant. Mais je sens venir le « mais ». Avec quand? Kant, il va s'y opposer farouchement. Il remet en cause l'idée même qu'on puisse tirer des lois universelles de la simple observation. Pourquoi? Si on a notre fameuse table rase et qu'on observe bien, Imagine un observateur parfait, avec sa table rase, qui regarde la nature, sans aucun filtre, sans aucun concept préalable dans la tête, il verrait quoi? une bouillie de pixels. Un pur chaos d'informations, genre de la neige sur une vieille télé. C'est ça, une juxtaposition de couleurs et de mouvements sans aucune signification. Ce qui est fascinant ici, c'est l'inversion du rapport de force que Kant propose. Il dit que la science, c'est pas laisser la nature imprimer ses lois dans notre esprit passif alors. Non, pour Kant, c'est l'esprit humain qui prend les devants. Il postule que notre esprit possède déjà des structures a priori, ce qu'il nomme les catégories de l'entendement. C'est-à-dire des concepts qu'on a avant même d'avoir vécu la moindre expérience? Ouais, la notion de cause à effet, le concept de temps, d'espace, d'unité, ces trucs-là ne viennent pas de l'expérience, ils la précèdent. Notre cerveau impose ce cadre architectural à la matière brute pour qu'elle devienne compréhensible. J'aimerais proposer une métaphore technique pour bien saisir l'ampleur de ce que dit Kant. Dis-moi si ça te parle. Vas-y, je t'écoute. C'est comme si le cerveau était équipé d'un système d'exploitation d'usine, disons iOS ou Android. La nature, c'est du code informatique brut qui flotte dans l'air. D'accord, je vois où tu veux en venir. Tant que ce code n'est pas traité par notre système d'exploitation, par nos structures a priori, il n'y a pas d'application visible, pas d'interface, pas d'image. Kant nous dit qu'on ne voit jamais le code brut de l'univers, on voit que la traduction qu'en fait notre propre OS mental. Mais carrément. La métaphore est super pertinente. C'est d'ailleurs ce que Kant lui-même a appelé sa révolution copernicienne. Voilà, Kant a démontré que c'est pas notre esprit qui s'adapte à la réalité, mais la réalité phénoménale qui doit se soumettre aux conditions de notre esprit pour être perçue. L'objet scientifique, c'est une coproduction entre la matière de l'univers et la forme imposée par la raison humaine. C'est vertigineux. Et c'est exactement ce qui explique le grand étonnement d'Albert Einstein qu'on a dans nos documents. Ah oui, la fameuse citation où il s'émerveille. Il disait, attends, je la retrouve. Comment est-il possible que les mathématiques, qui sont un produit de la pensée humaine et sont indépendantes de toute expérience, puissent s'adapter d'une si admirable manière aux objets de la réalité? C'est un mystère profond quand on s'arrête 2 secondes dessus. Les mathématiciens inventent des géométries abstraites dans leur tête sans jamais regarder le ciel. Et paf, des décennies plus tard, On s'aperçoit que ces mêmes équations décrivent parfaitement la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir. C'est fou, non? si l'on suit Kant, ce miracle apparent s'explique hyper bien. La nature se lie en langage mathématique parce que l'esprit humain qui perçoit cette nature est lui-même fondamentalement structuré par cette logique. Donc on retrouve dans l'univers les lois mathématiques que notre propre entendement y a déposées en douce, quoi. C'est exactement ça. Mais attends, cette puissance de la raison humaine, ça crée un malaise terrible. Si nos théories sont juste des moules conceptuels plaqués sur le réel, comment savoir si elles sont vraies? Ah, le problème de la vérité? Si on revient à Locke et à cette fameuse induction qu'on chérit tant, il y a une faille dramatique dans la cuirasse. C'est le paradoxe du signe noir. Grand classique de la philo des sciences. Tu observes l'Europe pendant 1000 ans. Tu répertories des millions de signes blancs. Tu forges ta loi universelle bien rassurante.
tous les signes sont blancs. Et un seul voyage en Australie plus tard, un seul signe noir observé. Et boum, des siècles de certitude s'effondrent. L'induction ne garantit jamais la vérité absolue, parce qu'on ne peut pas observer l'infinité de l'univers. Donc comment la science peut-elle affirmer quoi que ce soit? Ce problème a vraiment rongé les fondements de la science, jusqu'à ce que Karl Popper débarque avec une résolution radicalement contre-intuitive. C'est la méthode hypothético-déductive. Il propose quoi, Popper, pour sauver la science? Face à l'impossibilité de prouver définitivement qu'une théorie est vraie, Popper propose de renverser le paradigme. La science ne doit pas chercher la confirmation de ses hypothèses. Elle doit chercher quoi alors? Elle doit chercher sa propre destruction. C'est le concept de réfutabilité ou de falsifiabilité. C'est un concept extrêmement brutal quand on y pense. Tu demandes à des chercheurs, qui passent leur vie à élaborer des modèles super complexes, de passer tout leur temps à essayer de les démolir. C'est un peu un travail de Sisyphe, ouais. Comment la connaissance peut s'accumuler dans ces conditions? En fait, la brutalité de cette méthode, c'est sa plus grande force. Popper explique qu'une théorie qui prétend tout expliquer, sans jamais pouvoir être contredite, c'est pas scientifique, c'est un dogme. Ou une idéologie? Voilà. Il prend d'ailleurs souvent l'exemple de l'astrologie à son époque. Leurs concepts sont tellement élastiques qu'aucune expérience ne peut prouver qu'ils ont tort. Ah oui, le fameux « tu as un mauvais karma aujourd'hui » qui explique tout et n'importe quoi. Que tout cela signifie concrètement? Si je formule la théorie que l'eau bout toujours à 100 degrés, je dois pas passer ma vie à faire bouillir de l'eau dans ma cuisine pour me rassurer? Surtout pas. Tu dois chercher l'anomalie. Je dois monter en haut de l'Everest et voir si la baisse de pression atmosphérique ne détruirait pas ma belle théorie. C'est la démarche scientifique par excellence. Et si ta théorie résiste au sommet de l'Everest, elle en sort renforcée. Mais, et c'est crucial, elle n'est jamais prouvée définitivement. Donc nos vérités scientifiques, ce sont juste des vérités provisoires. Théorie morte. J'adore l'image. Les théories qui survivent aujourd'hui, comme la relativité ou l'évolution, ce sont juste les survivantes du moment. Elles sont dans le couloir de la mort en attendant d'être remplacées. Ça demande une humilité immense. Et ça nous conduit direct au point d'orgue de notre réflexion. Puisque nos vérités sont provisoires et que notre raison structure les données brutes, est-ce que la science décrit vraiment le réel tel qu'il est? Le fameux réel en soi, indépendamment de nous. Ouais. Pendant l'ère de la physique classique, on y croyait dur comme fer. C'est vrai que quand Isaac Newton a pondu la loi de la gravitation universelle avec sa pomme, on a eu cette illusion parfaite que l'univers était une immense horloge mécanique très prévisible. La physique de Newton décrivait un monde à notre échelle. Un monde macroscopique, hyper déterministe et super rassurant. Tu as la cause, tu as l'effet, point. Mais le XXe siècle a pulvérisé cette illusion avec la mécanique quantique. Et là, on entre dans une autre dimension. Quand tu plonges à l'échelle subatomique, le réel, il cesse d'obéir aux lois de Newton. Ça soulève une question vertigineuse sur notre accès au réel. Et ça nous ramène à l'expérience de Thomas Young, dont je parlais tout au début de l'émission, avec ses fentes. Pour moi, c'est la chose la plus perturbante de l'histoire des sciences. Ah, les fameuses fentes de Young. Un vrai cauchemar pour le sens commun. Je résume vite fait pour ceux qui nous écoutent. On tire des particules de matière vers un mur percé de 2 fentes. En toute logique, comme c'est des petits morceaux de matière, on s'attend à voir 2 lignes d'impact derrière. Comme si on tirait des balles de ping-pong à travers 2 portes, quoi. Exactement. Sauf que les particules, elles créent un motif d'interférence sur le mur du fond. Comme des vagues dans un étang, elles se comportent comme des ondes. Une particule semble se trouver à plusieurs endroits en même temps, sous forme de probabilité pure. C'est déjà hyper dur à accepter. Mais le pire, le vrai choc, c'est la suite. Le paradoxe de l'observateur. Quand les physiciens se disent « Attends, c'est pas normal, on va mettre un détecteur devant les fentes pour voir par où passe physiquement la particule. » Et là, l'univers te fait une petite blague. Dès qu'elle est observée, dès qu'il y a le détecteur, la particule arrête de se comporter comme une onde. Elle redevient une particule classique et bim, 2 lignes d'impact net. L'acte d'observation force la réalité à faire un choix. C'est dingue, c'est presque de la magie. L'instrument humain ou le regard humain modifie l'état intime de la matière. C'est pas de la magie, c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Et l'explication, elle est profondément physique. Pour observer un électron, tu dois l'éclairer. Logique. Et éclairer un électron, ça veut dire envoyer un photon, une particule de lumière, rebondir sur lui. Mais à cette échelle infinitésimale, le photon percute l'électron avec tellement de force qu'il dévie sa trajectoire. Ah ouais. Donc l'instrument de mesure
corrompt physiquement l'objet que tu veux mesurer. C'est incontournable. On n'accède jamais à la réalité ultime métaphysique. On ne peut jamais connaître l'électron en soi, dans son état naturel, puisqu'au moment même où on interagit avec lui pour le connaître, on le modifie. Mais c'est le triomphe absolu de Kant, en fait, prouvé par la physique quantique. L'appareil de mesure, c'est notre nouvelle structure a priori. Le réel de la science est un réel fabriqué par le dispositif expérimental. Complètement. Bachelard l'avait bien dit d'ailleurs. Déjà, l'observation a besoin d'un corps de précaution, de sorte que ce n'est jamais la première observation qui est la bonne. La science explique le comment, mais elle s'arrête là où commence le pourquoi. C'est un outil pour domestiquer l'univers, pas pour le dénuder. C'est une belle façon de le dire. Du coup, pour ceux qui sont en pleine révision, si on fait un petit bilan rapide. La science, ça commence par une rupture douloureuse avec l'opinion. Merci Bachelard. Ensuite, il y a la nécessité de la raison pour guider et structurer l'expérience brute. Ça, c'est la leçon de Kant. On assure la solidité de tout ça par la méthode de réfutabilité de Popper. On cherche l'erreur. Et enfin, on garde une profonde humilité face au réel, parce que la physique quantique et Heisenberg nous montrent qu'on modifie ce qu'on observe. C'est quand même beaucoup plus riche et mouvant qu'un simple recueil d'équations, cette histoire. Totalement. Et pour prolonger cette réflexion, pour ouvrir un peu la discussion de votre future dissertation de philo, il y a un élément fascinant évoqué dans les sources avec l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan. Dans son ouvrage Désir d'infini, c'est ça? Oui, ça donne le vertige. Si on résume la démarche scientifique rigoureuse, on vient de voir qu'elle s'interdit d'aborder les causes premières. Elle chasse la métaphysique pure pour se concentrer sur l'objectif et le mesurable. Ouais, elle laisse le pourquoi à la religion ou à la philo. Sauf que comment tu expliques que l'astrophysique ou les mathématiques, pour avancer, s'emparent constamment de concepts complètement abstraits? Je pense au concept d'infini, par exemple. Ah, l'infini, c'est clair qu'on peut pas le mettre dans un tube à essai. Ni le mesurer, ni le réfuter au sens de Popper. L'infini, c'est fondamentalement un concept abstrait, presque de l'ordre du religieux, hérité de la pure spéculation. Et pourtant, sans l'infini, la cosmologie ou les maths modernes s'effondrent. C'est là le paradoxe. Malgré tous les efforts de Bachelard pour mettre une frontière étanche entre la croyance abstraite et la science objective, cette frontière est peut-être hyper poreuse. La science, pour comprendre l'univers, est obligée de puiser dans la source métaphysique qu'elle prétendait avoir dépassée. C'est une réflexion finale super provocatrice, j'adore. De quoi nourrir de futures insomnies, non? Carrément. Notre bel édifice de marbre est soutenu par des piliers invisibles, taillés dans l'abstraction la plus pure. C'est ce qui rend la science si humaine. Bonne révision à ceux qui nous écoutent et gardez l'esprit critique.